Jasmin, j'en parlais un peu avant. Les gens te connaissent peut-être moins que Simon-Pierre Savard-Tremblay, mais ils ont tout intérêt à apprendre à te connaître. On a été presque des voisins au Parlement, hein. Nos bureaux étaient à quoi, 5 mètres de distance? Ah, un petit peu plus, mais à peu près ça. Une dizaine peut-être. On tournait le coin, là. C'est ça, ouais. Puis, toi, tu m'as toujours. En fait, chaque fois que je t'ai rencontré, tu m'as parlé de monnaie. Donc, j'ai compris que c'était un sujet qui t'intéressait. Ouais, ouais, mais t'es pas le seul, excuse-moi. J'en parle beaucoup, là. Top. Mais là, ça fait l'actualité. Fait que là, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est super intéressant. Ah, c'est-tu avant-hier? Avant-hier, on a eu la présentation par le Parti québécois, donc, de leur projet, d'une des réponses aux questions qui se posent toujours sur la souveraineté du Québec, qui est qu'est-ce qui va arriver avec la monnaie? Qu'est-ce qui va arriver avec la monnaie? En 95, on sait que Jacques Parizeau avait dit qu'on garderait donc le dollar canadien comme monnaie. Mm. Le Parti québécois aujourd'hui nous propose un autre plan de match. Alors là, est-ce que c'est en présentation tout ça? On va résumer tout ça. Est-ce que tu es à l'aise de le résumer ou tu veux que je le fasse? Ben, je peux le résumer, mais juste avant, sur Jacques Parizeau, parce que c'est super intéressant. On Ouais. a entendu parler là, en fin de semaine, puis les gens disaient, ah, en 95, Jacques Parizeau n'était pas favorable à ça. Puis là, la réponse qui a été donnée, qu'on a entendue un peu, c'est oui, Jacques Parizeau n'était pas favorable à ça en 95, mais en 2010, autour de 2010, il a changé d'avis pour deux raisons. La première, c'est il y a eu la crise de 2008. Puis avec la crise des subprimes, on a vu que c'était super important pour n'importe quel pays de bénéficier d'un prêteur de dernier recours. Donc, si vous voulez voir un super bon film là-dessus, regardez Too Big to Fail. On voit le rôle que la Réserve fédérale américaine a eu dans le sauvetage de l'écosystème financier américain pour empêcher que ça s'effondre, etc. Puis la deuxième raison, ben, dans la zone euro, on a vu la crise de la dette grecque à peu près en même temps, 2008-2009. Puis là, ben, en voyant ça, ben, tu as deux critiques face à l'option monnaie canadienne. La première, c'est les grosses zones monétaires peuvent être sujettes à des asymétries, puis ça peut créer des situations problématiques. Puis la deuxième, c'est si tu veux un prêteur de dernier recours, ben, ça te prend ta banque centrale, ça te prend ta monnaie, ou en tout cas, si tu veux le plus haut niveau de prêteur de dernier recours, c'est ça que ça te prend. Sauf que moi, t'es allé voir, là, probablement que tu connaisses la biographie de Parizeau en trois tomes, de Ouais. Pierre Duchesne. Et Ben, là. Hmm. bon, ben, il y a des passages incroyables dans ce livre-là où on voit que la position de Parizeau, c'était pas exactement ça. C'est pas exactement ce qu'on a entendu. En fin de semaine, en fait, Parizeau était quand même plus pro-monnaie québécoise que ce qu'on pourrait le penser. Si tu veux, tantôt, ou peut-être même quand Gabriel sera là ou maintenant, là, je peux lire des passages ou euh, tout ça, présenter des éléments intéressants par rapport à ça. Ben oui, on va intégrer Gabriel parce qu'il est arrivé. Ah, OK. Gabriel Coulombe, porte-parole en économie, puis on pourra continuer la discussion. Là, salut Gabriel. Bonjour. Content de te voir. Là, aujourd'hui, je fais quelque chose d'un peu différent. D'habitude, ici, c'est comme structuré, tu sais. On a souvent des invités, interviews. C'est moi qui interviewe le monde, mais là, je voulais qu'on ait plus une discussion, vraiment. Fait que je voulais en profiter. Puis avoir des regards différents, des perspectives un peu différentes de la mienne aussi. On était en train de parler, donc, mise en situation un peu comment on est arrivé là. Là, le Parti québécois vient de présenter donc la monnaie québécoise. Tu as travaillé très fort là-dessus. Si tu peux peut-être nous présenter ça, puis après on retournera sur la discussion qu'on avait avec Jasmin. Oui, ben en gros c'est ça, c'est trois options qui ont été évaluées là, dans la perspective d'un Québec indépendant, donc de maintenir le dollar canadien, d'utiliser le dollar américain ou d'opter pour une monnaie québécoise. Et c'est la troisième option qui a été retenue, qui est différente là, de ce que qui avait été historiquement adopté comme position par le Parti québécois. Donc pour plusieurs raisons, mais essentiellement, on peut tout regrouper ça sous un même chapeau, c'est en raison du fait que le dollar canadien, ça amène à une politique monétaire qui est sous-optimale à tous les niveaux. La Banque du Canada qui prend des décisions en fonction des intérêts de la moyenne des provinces canadiennes et très souvent, ben, c'est le Québec qui passe à la trappe, surprise. Et ben, dans la perspective d'un dollar américain,
ça aurait été simplement encore pire dans la mesure où on a très peu d'influence sur la politique monétaire canadienne. Alors, ça aurait été encore tout à fait illusoire de penser qu'on pouvait avoir une once de cette influence-là avec un dollar américain. Donc, avec une banque centrale indépendante québécoise, jumelée à une monnaie québécoise, donc meilleure option pour prendre des décisions en fonction de nos propres intérêts. Ce qui a changé, là, notamment par rapport à 1995, ben, c'est les crises financières devenues plus fréquentes, plus intenses, donc la nécessité vraiment d'avoir un prêteur de dernier recours, ce qui ne pourrait pas être le cas dans l'éventualité où on conserve le dollar canadien. Fait que c'est vraiment le gros enjeu. Puis le dollar canadien qui, dans les années 2000, on l'a vu, s'est véritablement transformé en pétrodevise. Et même si c'est une situation qui est moins préoccupante qu'on a moins observé dans les dernières années, ben, c'est quand même toujours quelque chose qui plane, qui pourrait revenir, de sorte que ben, si le prix du pétrole repart à la hausse, c'est tout à fait vraisemblable d'envisager que ça peut faire la même chose sur la valeur du dollar canadien et pénaliser les exportateurs québécois. Deuxième moitié des années 2000, c'est 30% de nos exportations vers les États-Unis qui ont reculé à cause de ça, autour de 27 milliards de dollars. Donc, c'est significatif et ben, c'est quelque chose qui, bien que ce ne soit pas présent là, actuellement, ben, qui plane. Donc, je dirais les deux principaux éléments là, qui ont changé, mais pour en discuter, il y en a plusieurs autres. Évidemment, c'est drôle. Ben, tu as recoupé directement le sujet dont Jasmin parlait, donc la prêteur de dernier recours, entre autres. Pourquoi c'est si important? On va y aller un peu diffusé, mais si vous avez, n'hésitez pas à me recadrer là, si vous pensez qu'il manque un élément. Il faut aussi amener tout le monde avec nous autres. En fait, on va faire ça avant, OK? Juste rapidement, tu enseignes au cégep, Gabriel, l'économie. Jasmin, je ne l'ai pas dit tantôt, mais il travaille donc au ministère des Finances du gouvernement du Québec, si je ne me trompe pas, c'est ça. Est-ce que vous... ben, je pense que je commence avec Gabriel, mais c'est quoi la monnaie, Gabriel? C'est à l'air niaiseux, mais des fois, il faut commencer de là. C'est quoi la monnaie? Ben, la monnaie, en fait, ça repose essentiellement sur la confiance. Ça part de là. Donc, c'est quelque chose qui, une monnaie, c'est faut un instrument d'abord qui permet de conserver une valeur, qui permet de faire des échanges, puis qu'on est capable de diviser en plus petites unités. Donc, mettons, à une certaine époque, on disait que les pièces d'or ou les pépites d'or pouvaient être évaluées comme étant une monnaie, sauf que dans la mesure où on a besoin de diviser ça en très, très petites unités, c'est pas du tout pratique. Alors, une monnaie, donc une valeur numérique facile de diviser ça très, très simplement. Et ce qui fait en sorte qu'une monnaie a de la valeur, c'est essentiellement la confiance qu'on lui accorde parce que le papier sur lequel c'est imprimé ou la pièce de monnaie, on dit lorsqu'une monnaie, il n'y a pas des épisodes d'hyperinflation parfois qui vont se passer, donc on dit que la monnaie vaut le papier sur lequel elle est imprimée. Ben, c'est ça, c'est parce que le billet de 20 $ qu'on a, la raison pour laquelle il vaut 20 $, c'est parce qu'on a tout à fait confiance que si on le possède et on l'offre à quelqu'un, ben, il va nous donner en contrepartie des biens, des services d'une valeur équivalente. Donc, ça part de ça à la base, essentiellement, la confiance. À rajouter, Jasmin? Ou... Ben non, exactement. Je pense que la description de Gabriel est très bonne. Dans le domaine économique, il faut comprendre, la monnaie, c'est pas la richesse. La monnaie, c'est le moyen collectif qu'on a pour s'échanger les richesses entre nous. Donc, c'est un moyen d'échange. Puis aujourd'hui, Gabriel a mentionné l'or. Donc aujourd'hui, le système monétaire moderne, c'est plus basé sur l'or. Donc, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre un peu comme on sait en économie, souvent comme des écoles de pensée et tout ça. Puis c'est comme un vieux débat entre les métallistes et les chartalistes. Puis, anciennement, bon, tu avais le Bretton Woods à une certaine époque, donc la monnaie était basée sur l'or. Depuis la fin du système du Bretton Woods, on est dans un système où la monnaie est basée comme dans un système chartaliste, dans le fond. Donc, c'est basé sur la loi. La monnaie émane de la loi, puis c'est basé sur la confiance, puis un système de crédit. Donc, la monnaie est créée par un processus de crédit, puis c'est l'outil collectif qu'on a pour s'échanger les richesses. Donc, c'est vraiment ça, là. Ouais, parce que moi, je suis un Sumérien d'il y a 4000 ans. C'est ça, ouais. J'ai beaucoup de blé. Ouais. Il faut que je l'échange avec quelqu'un qui a des vaches. Mais il est super loin. Là, traîner tout mon blé, c'est pas pratique. Là, je fais comme,
Je vais le mettre à un endroit où ils vont l'entreposer, le conserver. En échange, on va me donner une plaquette où il va être écrit « Tu m'as donné 10 000 blés ». Je vais aller voir le gars avec les vaches. Je vais dire « Gars, ma plaquette, ça prouve qu'il y a 10 000 blés. » Lui, il va faire « Ah! Moi, je veux tes 10 000 blés. T'as mes 10 000 vaches sur la plaquette. » Bref, ça commence... Ben là, j'ai vraiment caricaturé, mais... Puis là, tous les deux ont confiance que quand ils vont se rendre à l'entrepôt, ils vont avoir ce qu'ils voulaient. Fait que là... Ah ben, ça, justement, ça, c'est super intéressant parce que, bon, là, on sort un peu du domaine économique. C'est comme des anthropologues qui travaillent là-dessus. Mais ça, il y a tout un débat sur quelle était la première monnaie. Puis est-ce que la première monnaie, c'était une commodité, puis on s'échangeait de l'or entre nous, ou est-ce que la première monnaie, c'était de la dette? Donc, disons, au début, là, on est dans une petite société, disons, il y a juste nous trois ici, puis là, on s'échange entre nous. Bien là, tu peux t'imaginer un moment où, par exemple, tu veux faire un échange avec quelqu'un qui est plus loin. Donc, ou disons, par exemple, que Nando, je te connais, t'es plus loin, fait que là, ben, tu te demandes de t'écrire un papier qui est une reconnaissance de dette. Puis là, ben, je t'écris, je veux acheter ton livre sur René Lévesque. Puis là, je te l'échange contre un petit papier qui dit, je te dois l'équivalent d'un livre sur René Lévesque. Puis le moment où toi, tu commences à utiliser ma dette pour payer d'autres gens avec, ben, c'est là que, selon David Graeber, en tout cas, c'est là que la monnaie a été créée. Ça, c'est la thèse chartaliste versus la thèse méritaliste. Il y a comme des débats d'anthropologues là-dessus. Là, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est intéressant de savoir, parce que quand on parle de monnaie québécoise, c'est important de savoir c'est quoi la monnaie. Parce que si on ne comprend pas c'est quoi la monnaie ou le fait que c'est basé sur une confiance institutionnelle ou une confiance qu'à la fin, la personne va rembourser sa dette, est-ce que je vais rembourser le livre que tu m'as donné, etc. Encore, les systèmes aujourd'hui, la monnaie est créée par un processus de crédit, puis à la fin, le plus haut niveau de confiance de crédit que tu donnes, c'est au souverain monétaire. Donc, la Banque du Canada dans ce cas-ci, puis la Banque du Québec bientôt. Moi, je voulais... C'est vraiment bien résumé. Monnaie, c'est un instrument de paiement. Ça simplifie le processus, même si en soi, ça ne vaut rien. Billet de banque on écrit sur les billets de banque ce billet a cours légal, simplement que c'est une manière d'obliger, entre guillemets, là, les gens qui résident sur ce territoire-là à accepter ce moyen de paiement-là pour simplifier la vie, pour éviter qu'on ait besoin de plaques sur lesquelles c'est écrit une reconnaissance de dette à hauteur de 5 tonnes de blé avec tout ce que ça implique et les complications nécessaires. Donc, instrument de paiement. Excellent. Donc, pardon. J'ai modifié quelque chose, puis là, il y a de l'écho. C'est ma faute. Là, ça devrait être correct. Est-ce que c'est bon? Non. Pardonnez-moi. C'est une anecdote, hein? OK. Attendez, je t'enlève. Oh, c'est terrible. Il y a un moment où on entendait des bruits. Ouais. Excusez-moi pour le son. T'as-tu des écouteurs, Gabriel? Non, malheureusement. Non. Désolé. Okay. Attends, ce qu'on va faire, si tu peux quitter puis revenir. OK. Ça faisait pas. Excusez-nous. Ah non, c'est... ça faisait pas avant. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'annulation de bruit. Puis si je le désactive, des fois, c'est parce que ça travaille le son de façon numérique, mais à travers la plateforme, à travers l'Internet. Fait que c'est jamais de super qualité. C'est ça qui arrive. Mais c'est pas grave. Je vais attendre avant de raconter mon anecdote parce que je veux qu'il soit là, parce qu'il y a une raison pourquoi je voulais faire le... OK. Là, juste m'assurer que c'est... Ça m'intrigue, ça, là. Nando, il y a une anecdote, là. Ah ouais, ben là, c'est parce que je veux absolument qu'il l'entende, que Gabriel l'entende, pour qu'il comprenne pourquoi je voulais faire le retour par la monnaie. Parce que je pense que c'est intéressant pour les souverainistes puis les gens qui veulent convaincre des gens de devenir indépendantistes. Vraiment. Ah ben, j'en ai peut-être une en attendant que Gabriel arrive. Parce que tu parlais avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, juste avant. Puis le directeur de thèse de Simon-Pierre Savard-Tremblay, c'est un expert qui a parlé quand même beaucoup de monnaie, Jacques Sapir en France. C'est un grand critique de l'euro, justement. Oh, lui, je savais pas qu'il était avec Jacques Sapir. Ça explique tellement de choses. Ça explique bien des choses, François. Ah, je viens de comprendre beaucoup de choses. OK, on va essayer de voir, juste vérifier avant que... C'est mieux, je te suis mon ordi. Oui. Ah, c'est excellent ça, Gabriel. Excuse-moi. Parfait, on va comme ça. Même l'image est mieux. Ouais, ça. Je vais arrêter de prendre mon ordi. Bon, pourquoi j'ai fait un grand détour, là, qu'on retourne vraiment à la base de la monnaie? C'est très simple, OK? Je vous raconte vite l'histoire, mais je pense que c'est bon d'avoir ça en tête. Ouais. J'étais, il y a 2 semaines, à chasse la perdrix, avec des bonhommes, des messieurs d'une 50-60 d'années. Des gens qui ont eu du succès, mais qui n'ont pas eu beaucoup d'éducation. Des entrepreneurs de construction, des choses comme ça. Fait qu'ils ont eu du succès dans la vie, mais pas nécessairement. Souvent, ils ont quitté en secondaire 3 là, à cette époque-là. Bon, c'est l'époque. Puis, c'était tous des indépendantistes, dans le fond.
C'était tous des indépendantistes, mais quand je suis arrivé là, ils m'ont présenté comme l'indépendantiste, ils riaient un peu de moi. Puis là, au début, ils ont tous commencé en me disant « Ah non, mais moi, j'y crois plus. Moi, j'y crois plus à l'indépendance, ça marchera pas, tout ça. » Là, moi, pendant 2 jours, c'était le gag, je forçais pas, mais quand il me posait des questions, je répondais. Puis à un moment donné, j'ai une discussion avec un monsieur, puis il me dit « Mais il va se passer quoi avec la monnaie? » Puis il m'a dit « Aujourd'hui, créer une scène, ça coûte plus cher que ce que ça vaut. » Là, je me suis dit, oh là là, peut-être que les fondamentaux, puis je comprends pourquoi, ils sont pas là. Fait que c'est sûr que tu as plus peur quand tu n'as pas les outils pour comprendre ce qui est devant toi. Puis là, je me suis dit, créer de la monnaie papier ou des piastres, je veux dire, c'est une infime partie de la monnaie en circulation. C'est rendu, je sais pas c'est quoi la part de la masse monétaire, mais ça doit être sous les 10% aujourd'hui. Là. Ouais. J'ai 5% en tête au Canada. 5%. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ça vaut pas grand-chose. Fait que je me suis dit, ça vaut la peine qu'on fasse le retour, comprendre c'est quoi de la monnaie. La deuxième chose que je vous demanderais, juste pour que tout le monde comprenne, puis après, on va vraiment aller sur la monnaie québécoise, si vous me permettez, mais comment on crée de la monnaie? Parce que je pense que les gens, ils savent pas. Pas pire là-dedans, je pense. Ben, tantôt, dans mon exemple, on a créé de la monnaie. Donc, je t'ai écrit un petit papier. Puis, tu m'as donné le livre de René Lévesque. Puis là, moi, je suis content. Je lis la biographie de René Lévesque, incroyable. Puis toi, ben, tu as un petit papier qui est une dette. Puis éventuellement, ben, tu te mets à utiliser ça comme moyen d'échange. Donc, comment la monnaie est créée? C'est un processus complexe parce qu'il y a plusieurs niveaux de monnaie. Donc, la Banque centrale, elle peut émettre de la monnaie. Il faut comprendre, les banques privées aussi émettent de la monnaie par le crédit. Donc, c'est ça. Donc, la Banque centrale elle va créer les pièces et les billets, ou dans le cas du Canada, il y a aussi la monnaie royale qui fait les pièces. Mais la grosse partie de la monnaie, c'est vraiment juste des chiffres sur des ordinateurs aujourd'hui. On vit déjà dans un monde de monnaie virtuelle. C'est des 1 puis des 0 dans des ordinateurs. Donc, même si c'est très différent du Bitcoin là, quand même. Puis, donc, la Banque centrale, elle permet aux banques privées, c'est comme la banque des banques, d'emprunter. Puis ces banques privées-là, ensuite de ça, elles aussi vont prendre ces emprunts-là, prêter aux acteurs privés. Puis là, il y a toujours une interaction qui se fait comme ça, de liquidité, d'emprunt, de prêt. Mais c'est un exercice fondamentalement comptable quand même. C'est ça qui est fou. En tout cas, moi, j'en identifie 2, là, puis vous me corrigerez, vous êtes plus savant que moi. Tu as le gouvernement, il faut qu'il paye des fonctionnaires, là, ça c'est la base. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va voir la Banque centrale, il dit ben moi, j'ai besoin de tant d'argent, prête-moi cet argent-là, il la donne aux fonctionnaires, puis là, il y a une partie de l'argent qu'il a besoin d'injecter dans l'économie, de créer de la monnaie, il le fait avec ça. Ça, c'est comme une petite partie. Puis là, il y a la deuxième partie. Moi, je vais acheter une maison, je m'en vais à BMO, je dis à BMO, veux-tu. Moi, je vais acheter une maison, si tu me prêtes, voici mon revenu, voici mon salaire, des collatéraux, mais ce que j'ai de besoin, c'est de la maison, puis si jamais je ne suis pas capable de te payer, tu vas avoir ma maison. Puis là, la banque a dit, ça a l'air d'être intelligent comme prêt, Elle va voir la Banque centrale, elle dit, prête-moi de l'argent pour que j'y prête. Fait qu'elle emprunte de l'argent qu'elle te prête, elle prend sa commission, toi, tu as ta maison, puis là, on a imprimé encore de la monnaie. C'est proche de ça, mais je préciserai un petit peu. Ouais. La vaste majorité du temps, les banques privées ou les institutions financières, Desjardins, qui n'est pas coopératif, ils vont pas échanger directement avec la Banque centrale, ils vont échanger entre elles. Puis la Banque centrale, elle met les conditions en place pour que ça se passe. Donc, la Banque centrale, elle préfère que les institutions financières se prêtent entre elles et n'interviennent pas toujours à aller emprunter à la Banque centrale. Puis pourquoi? Bien, c'est plus cher d'emprunter à la Banque centrale. Donc, il y a une différence. OK. Quand vous voyez le taux directeur, là, en réalité, il y a comme 2 taux. Il y a le taux auquel vous pouvez déposer à la Banque centrale et vous rémunère à ce taux-là. Il y a un deuxième taux, c'est le taux auquel vous empruntez. Puis il y a une différence entre les deux. Puis cette différence-là entre les deux fait que vous avez avantage à faire affaire entre institutions financières avant d'aller à la Banque centrale. Puis sur le premier élément, quand tu as mentionné le pays, les fonctionnaires et tout ça, le Trésor va créer les bons du Trésor. Puis la Banque centrale va les acheter. Donc, ce n'est pas directement comme si la Banque centrale passait de l'argent puis que le Trésor le dépensait. Là. Donc, il y a un échange de bons du Trésor. Puis ça, c'est juste quand tu monétises ta dette. C'est vraiment juste quand tu as recours à la Banque centrale, mais souvent, tu n'as pas recours à la Banque centrale. Tu as 3 moyens de financer un État. Tu finances un État par les taxes,
tu finances un État par les emprunts sur les marchés, puis finalement, tu finances l'État par la Banque centrale. Dans le cas de l'État du Québec, en ce moment, on en a juste 2 sur 3. Éventuellement, on aura les 3. Donc c'est juste pour une petite précision comme ça. J'en revenais sur un truc, là, comme Jasmin parlait, là, le taux directeur, en fait, ce taux-là, là, que la Banque centrale va ajuster 8 fois par année, donc en principe, c'est vraiment quelque chose qui a un impact très concret sur l'activité économique, sauf que ce taux-là, c'est le taux d'intérêt auquel les banques achètent, les institutions financières se prêtent de l'argent entre elles essentiellement. Puis, tu sais, si on a une liste à faire des choses dans la vie dont on se fout éperdument, c'est probablement des premières choses qui arrivent. Le taux auquel la Banque royale va prêter de l'argent à la Banque TD, par exemple, mais ça a une influence très, très concrète. Puis, comme Jasmin parlait, là, les autres taux, donc le taux de rémunération des dépôts et le taux d'escompte, en fait, ce que la Banque centrale veut, c'est exactement comme Jasmin disait, c'est que les banques, elles s'arrangent entre elles. Elles se prêtent de l'argent. Il faut qu'à la fin de la journée, leur compte balance. Puis, si elles se prêtent au taux directeur, c'est avantageux. Mais si elles ont besoin de faire affaire avec la Banque centrale, bien là, si elles ont besoin, par exemple, d'emprunter de l'argent à la Banque centrale, la banque leur prête à un taux qui est moins avantageux pour la Banque centrale. Et à l'inverse, si elles ont un excédent et qu'elles ne trouvent pas personne pour avoir ça, pour à qui le prêter, bien, les banques achantes vont le prêter à la Banque centrale, mais le taux de rémunération des dépôts va être inférieur au taux directeur. Donc, façon imagée de présenter ça, j'explique souvent comme ça à mes étudiants, là, la Banque du Canada, qui est un peu comme la banque des banques, c'est un peu comme le bon père de famille qui a géré ses petits-enfants, puis cette phrase-là qui va souvent revenir, la Banque centrale, ce qu'elle veut, c'est que les banques s'arrangent entre elles, un petit peu comme des enfants qui vont aller chialer à leurs parents, qui vont leur demander d'intervenir, quoi que ce soit. Et là, les parents, la première phrase qui va venir, c'est souvent « arrangez-vous tout seul ». Je m'en mêlerai pas. Ça veut, là, c'est « arrangez-vous tout seul la gang », sauf que s'il y en a qui commencent à avoir des vrais problèmes, commencent à se faire dessus avec un marteau, ben là, la banque va intervenir pour éviter qu'il y ait des problèmes, justement, avec ces taux-là. Donc, une façon imagée, cocasse d'illustrer ça. Mais voilà, le taux directeur, en quoi ça consiste? Le taux auquel les banques se prêtent l'argent entre elles sur le marché du prêt en jour. Hein. Ben, j'aime l'exemple, je pense que je vais le garder. Amuse-toi avec. Merci, Gabriel. Je me doutais, vous êtes des pédagogues, donc c'est toujours agréable de se faire expliquer les choses clairement. Donc là, je pense qu'on a bon, c'est pas tout, là, on pourrait parler de politique monétaire internationale, tout ça, mais on va rester sur quelque chose de peut-être plus concret par rapport au sujet actuel. Le Parti québécois a présenté son plan pour une monnaie d'un pays indépendant. Il y a 3 options qui ont été étudiées, comme tu l'as dit, États-Unis, Canada, puis dollar québécois. Finalement, on choisit le dollar québécois. Il y a quand même un bémol, puis je trouve ça intéressant, surtout que moi, il y a un mois peut-être un peu plus, là, je commence à mais j'ai lu le livre de Vincent Geloso, j'en ai fait une critique. Il y a toute une réflexion sur comment changer sans rien changer. C'est ça le but, hein, pour faire le moins peur au moins de monde possible. Et le Parti québécois va faire une réponse qui est de dire, eh bien, nous, on a une proposition concrète, on a un plan. C'est ce que je comprends, là, puis tu me diras, tu me corrigeras, Gabriel. Il y a un plan du Parti québécois sur qu'est-ce qui va être fait, mais in fine, il y a quand même une commission indépendante qui va être mise en place et c'est elle qui aura le vrai mot final. Est-ce que cette décision-là répond justement à est-ce que ça a été pensé par rapport à ce que j'ai dit plus tôt de toute la frange là, de droite au Québec qui dit faut comme pas que ça change trop sans la stabilité, puis il faut qu'on ait des arguments pour préserver la stabilité, tout ça. Bien, quelque chose de fondamentalement important là, pour la politique monétaire, c'est vraiment le rôle d'indépendance de la Banque centrale, l'indépendance de l'élaboration de la politique monétaire, parce qu'il faut comprendre que le but des banquiers centraux, le but de la Banque centrale, mettons qu'au Canada, ce soit les libéraux, ce soit les conservateurs, les néo-démocrates ou pourquoi pas les bloquistes qui soient au pouvoir, la Banque du Canada, la seule chose qui lui importe, c'est la bonne santé de l'économie. Puis en fait, c'est plus spécifiquement là, la mission qui a été que la banque s'est donnée au début des années 90, c'est d'avoir un taux d'inflation qu'on dit qui est bas, stable et prévisible à hauteur de 2 %. Donc, quand c'est dans une fourchette entre 1 et 3 %, ben, ça va. Ça, c'est la mission que la banque s'est fixée elle-même. Une banque centrale québécoise, ça va de soi que dans un pays démocratique, je veux dire, l'écrasante majorité des pays démocratiques, les banques centrales sont indépendantes. Il peut y avoir là, des fois des remises en question. On le voit au sud de la frontière qui, soit dit en passant, moi, c'est un des éléments qui
que je trouve le plus préoccupant, malgré l'ensemble de ce qui se passe dans l'administration Trump, c'est vraiment une remise en question là, de l'indépendance de cette institution-là. Donc, on part de cette prémisse-là, une banque centrale qui est indépendante, mais la commission qu'on souhaite mettre en place sur l'élaboration là, de la Banque centrale, de la politique monétaire. Donc, ça, c'est quelque chose à l'image d'une banque centrale qui va être dépolitisée. Donc, après l'indépendance, ça va être rapidement mis en place. Donc, des experts de la politique monétaire, du monde financier, du monde des affaires, des universitaires, donc des gens qui ont pas, peu importe leurs orientations politiques, vont faire des recommandations. Et la raison pour laquelle on est extrêmement confiant, voire c'est pratiquement certain que ça va en arriver à cette recommandation-là, éventuellement d'une monnaie québécoise, c'est simple, c'est que tous les économistes qui se sont sérieusement penchés sur la question, c'est difficile là, de parler de tous les économistes, de présenter ça comme un bloc monolithique, là, on s'entend. On est d'accord. Se sont penchés sur la question d'une monnaie dans le contexte d'un Québec indépendant. Puis là, évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas que l'indépendance arrive, qui vont présenter ça de façon péjorative, négative, puis ça se comprend. Mais à partir du moment où on a un Québec indépendant, qu'on soit en accord ou non avec ce qui se passe, bien, c'est quoi la meilleure des situations? Et pour les raisons dont on a parlé et qu'on pourra continuer à aborder, là, c'est très, 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 très probable qu'on en arrive à cette conclusion-là, d'éventuellement la monnaie québécoise. Ce qui va changer, par contre, ça va être le calendrier. Et c'est là-dessus qu'on n'est pas dogmatique. Là, puis ça se peut que la situation change, puis que malgré ce que je dis là, bien, que ce soit une recommandation qui soit mise de l'avant. Mais il n'y a pas d'idéologie derrière ça. Donc, on est confiant que ça va aller dans cette direction-là. Mais si la banque, si la politique, la commission indépendante qui va devoir élaborer ça devait recommander que ça prenne plus de temps avant qu'on s'en aille vers une monnaie québécoise, qu'on garde le dollar canadien plus longtemps ou moins longtemps, ou que ce soit arrimé pendant une période prolongée ou plus courte sur le dollar américain, ben, ça va être remis entre les mains de cette commission-là. Les décisions qui, je le répète, ce n'est pas des décisions qui ne seront pas prises en raison des intérêts politiques du parti au pouvoir, mais en raison des intérêts supérieurs de l'économie québécoise, tout simplement. Donc, comme toutes les banques centrales indépendantes fonctionnent. Très intéressant. Moi, je dois... Quand je maintenant, là, c'est ma marotte. Quand je parle de souveraineté, je pense toujours à, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire Yann et Frank, là, parce que ils m'obsèdent ces gens-là. Comment on peut... Tu as dit, il n'y a pas d'idéologie. Tant qu'à moi, il y a toujours un peu d'idéologie en économie. On ne peut pas non plus... Tu sais, ça reste une science humaine. Là. En tout cas, bon, il y a des gens qui pensent que c'est une science de la nature mathématique qui est abstraite et dans l'absolu. Bon, moi, je n'adhère pas à ça, mais bon. Comment est-ce qu'on fait pour se donner des outils qui vont justement créer un environnement où la banque va être indépendante? C'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi qu'il faut mettre en place pour donner confiance? C'est quoi les étapes à suivre? Là, il y a le comité d'experts. Qu'est-ce qui se fait, par exemple, au Canada? Hein, si ces gens-là ont tant confiance en la monnaie canadienne, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la monnaie québécoise donne cette confiance-là? Ben, je peux bon. Ben, il y avait deux éléments. Là. Il y avait l'élément plus je disais, Vincent Geloso, Yann Frank et tout ça. Moi, pour cet élément-là, ce que je dirais, c'est qu'un élément qui est vraiment important pour les économistes plus monétaristes, c'est la théorie quantitative de la monnaie. C'est l'idée que la création monétaire, c'est ça qui est responsable de l'inflation. Puis plus que tu vas intégrer de monnaie dans un système, plus que tu vas faire baisser la valeur et la rareté de cette monnaie-là. Ça va mettre une pression à la hausse sur les prix. Puis justement, ça, c'est un élément fondamental des banques centrales. Les banques centrales créent de la monnaie et donc, indirectement, l'inflation, c'est une taxe cachée. Puis, comme l'inflation, c'est une taxe cachée, ça veut aussi dire que la banque centrale, elle taxe indirectement la population. Or, moi, je poserais tout simplement la question, est-ce qu'on ne dit pas que c'est no taxation without representation? Tu peux pas avoir un palier de gouvernement ou une institution dans un gouvernement dans lequel tu n'es pas représenté qui taxe la population. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne pense pas qu'on devrait utiliser le dollar américain, parce que si on utilise le dollar américain, on donne le pouvoir à Washington de indirectement taxer les Québécois, ce qui n'est pas légitime ni sur le plan politique, ni sur le plan démocratique. Donc,
Ça serait pour l'aspect, là, comme tu disais, plus Geloso, Yann et Frank. Je pense que c'est un argument qui pourrait être intéressant pour eux. Je pense qu'ils écoutent quand même de bonne foi là, les arguments indépendantistes, puis qu'ils seraient ouverts à ce genre d'arguments-là. Puis Ouais. est-ce que actuellement le Québec est représenté à la Banque Canada? Les données québécoises font partie du tout canadien, puis la politique monétaire est prise en fonction des données canadiennes. Donc, le Québec, c'est à peu près 20 du PIB canadien. Donc, il y a comme 20 de la décision de la politique monétaire canadienne qui est prise en fonction du Québec. Évidemment, dans le cas d'une Banque centrale québécoise, on passe de 20 à 100 et 100 de la décision de la politique monétaire qui se fait en fonction des besoins des travailleurs, des entreprises, du pouvoir d'achat des gens au Québec, et non pas dans d'autres provinces. C'est ça, c'est toujours pris en fonction de la moyenne. L'image qu'on donne souvent de la moyenne, c'est on peut avoir la tête dans le four puis les pieds dans la glace, mais en moyenne, se retrouver à une température intéressante, mais c'est pas confortable pour personne dans cette situation-là. Alors, c'est pour ça que la politique monétaire canadienne, quand on dit qu'elle est sous-optimale, c'est vrai pour le Québec, mais c'est vrai aussi pour d'autres endroits. D'autres régions. Et c'est pour ça que, c'est ça, là, je crois que c'est Jasmin là, qui avait relevé ça, là, la citation là, de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada dans les années 80-90, qui, dans le contexte où, dans les années 80, des années 90, bon, des enjeux d'inflation, des taux directeurs qui ont été super élevés, notamment pour combattre plusieurs choses, mais c'était beaucoup une crise inflationniste dans le sud de l'Ontario. Et les décisions qui ont été prises pour favoriser cette région-là à ce moment-là. D'autres fois, ça a été pour aider là, les provinces de l'Ouest prises avec une augmentation là, des prix du pétrole. Mais la réalité qui était vraie à cette époque-là et qui est encore vraie aujourd'hui, c'est ce qu'il disait littéralement, c'est que ce serait préférable d'avoir différentes banques centrales et différentes politiques monétaires, différentes monnaies pour les différentes régions du pays, que ce serait dans l'intérêt de tout le monde. Mais ça, évidemment, à part le Québec, il n'y a pas personne qui était prêt à aller dans cette direction-là. Puis c'est bizarre à dire, sauf que moi, je suis absolument persuadé de deux choses. Premièrement, que l'indépendance va avoir lieu, mais quand elle aura lieu, le Canada va avoir plus de facilité à se gouverner et ça va être dans son intérêt également. Donc, plutôt que de se tirailler comme dans un couple qui n'en peut plus de s'endurer et qu'on sait tout quelle devrait être la conclusion, eh bien, d'avoir des relations de bon voisinage, c'est bien pour beaucoup d'éléments, mais la politique monétaire, c'en est un autre tout à fait adéquat. Donc, évidemment, il y a les cycles économiques mondiaux, que ça va dans les mêmes directions. Donc, l'économie canadienne, l'économie québécoise, l'économie américaine, que les grands mouvements, ça va aller à peu près dans le même sens, encore une fois. Mais il y aura encore des particularités régionales, de sorte qu'en adoptant des politiques monétaires propres à chacun de ces trois pays-là, ou peut-être plus, on ne sait pas comment que ça va passer tout ça. Ça sera leur problème, je pense. Vraiment dans l'intérêt de tout le monde. Bon voisinage, bonne collaboration, mais chacun met ses intérêts à lui d'abord, plutôt que d'avoir à se sacrifier pour espérer satisfaire partiellement les intérêts de ses voisins. Merci. Donc, on a le premier élément de réponse. Parce que là, moi, je me dis encore, ils vont me dire, moi, je leur fais pas confiance à ces péquistes-là, on vous trosse pas. Bon. Premier élément, c'est de dire, la Banque centrale va être centrée sur 100% des données québécoises, ce qui veut dire que normalement, elle devrait être beaucoup plus proche de notre réalité, beaucoup plus adaptée. Les réponses de sa politique monétaire devraient être plus adaptées à la situation économique de notre ensemble économique québécois. Maintenant, au niveau des institutions, qu'est-ce qui garantit, mettons, on en a parlé tantôt là, avec mon exemple des Sumériens, mais la confiance, c'est la première chose que tu as dit, la monnaie, c'est de la confiance. Qu'est-ce qui va garantir de la confiance dans une monnaie québécoise? Peut-être commencer rapidement, mais en gros, c'est qu'on a déjà des institutions qui sont super fiables, super avancées. C'est quand on dit là, que le Québec va être le pays le plus riche de l'histoire récente à avoir réalisé son indépendance, c'est ça. Là. Il n'y a jamais eu un pays dans un moment de départ de son indépendance où
la situation globale était aussi intéressante que la nôtre. Donc, on a une économie qui est déjà très diversifiée, et ça qui était une super bonne force pour nous. Des institutions financières qui existent, qui ont des décennies là, d'expérience, qui sont solides, qui sont crédibles. Donc, notre environnement économique, notre environnement financier, on a déjà une immense expertise. Donc, si tant d'autres pays ont commencé avec une position de départ beaucoup moins avantageuse, c'est parfaitement rationnel, normal de croire qu'on va être capable d'y parvenir là, également, à raison de cette confiance-là qu'on a déjà envers nos institutions. Donc, nos institutions, on parle, mettons, de la Caisse de dépôt, de Desjardins. Oui, ben, par exemple, Banque nationale, Banque Laurentienne, autres institutions financières, Industrielle Alliance, Beneva, des très grandes institutions financières solides qui sont implantées ici, donc dans un environnement où ils font affaire, ils vont faire du profit, puis c'est une autre affaire là, que les entreprises, les sièges sociaux vont déménager. Mais, une entreprise privée, ce que ça veut dans la vie, c'est de faire du profit. Alors, dans un Québec indépendant, ben, il y aura encore des entreprises privées et elles pourront faire du profit. Alors, pourquoi diantre voudraient-elles s'en aller ailleurs? Donc, c'est tout à fait rationnel de croire que ça va dans cette direction-là. Au niveau de la qualité des institutions, ça c'est super important. On le voit en ce moment aux États-Unis aussi où Trump essaie de se mêler de la Fed et tout ça. Donc, il y a des méthodes de nation qui peuvent être utilisées comme de la même manière. On en a des institutions indépendantes. Il y a une certaine indépendance de la Caisse de dépôt, on en entend parler des fois, l'indépendance entre le pouvoir judiciaire puis les autres exécutifs, législatifs, etc. Puis, encore une fois, pour la qualité des institutions puis la qualité de l'expertise qu'on a au Québec, puisqu'on a une vaste expertise en matière économique, en matière financière. On a des départements d'économie puis de finances aux quatre coins du Québec. On a des économistes qui travaillent à la Caisse de dépôt, des gens en finance, la Caisse de dépôt, les institutions financières, la Banque du Canada. Même la Banque du Canada, c'est une excellente banque centrale qui est reconnue partout dans le monde. Or, il y a d'excellents économistes québécois qui travaillent à la Banque du Canada, qui travaillent au bureau régional de la Banque du Canada, à Montréal, des Québécois à Gatineau qui travaillent à Ottawa. Donc, magnifique région. Donc, moi, j'appelle ça le Mordor. Mais... On n'est plus dans... Comment? J'appelle ça le Mordor. J'appelle ça le Mordor, mais c'est ma région. C'est la frontière entre le bien et le mal. Dans ce cas-là, c'est correct. Fait que ça, on est plus dans les années 40, là, où il n'y avait pas le tissu économique et financier au Québec. Aujourd'hui, on a des hauts niveaux d'expertise là-dedans. Puis même dans les exercices que j'ai vus au Parti québécois pour avoir un petit peu vu là, qu'est-ce qui s'est passé sur les consultations pour travailler sur ces sujets-là, il y a des gens qui sont des gens de référence, de haute expertise, des économistes d'expérience, des gens dans la haute sphère de la finance, des experts en questions financières et monétaires à l'Université Harvard, etc. Le Parti québécois a proposé dans les derniers jours quelque chose qui est extrêmement bien préparé, qui a été, où des gens qui sont péquistes et qui ne sont pas péquistes, qui ont participé, qui ont été consultés. Puis la proposition que j'ai vue dans les derniers jours, moi, j'ai trouvé qu'au niveau qualité, moi, j'ai trouvé que c'était excellent, là, ce qui a été fait sur le plan économique. On entendait des choses qui sont des concepts typiques qu'on voit dans la littérature la plus sérieuse en la matière, etc. Donc, moi, j'ai confiance que le processus est bon puis que l'indépendance de l'institution va être respectée. Puis c'est quelque chose de super important, l'indépendance de la Banque centrale. Donc, voilà. Donc, on met en place des institutions, on met en place un processus dans lequel on peut avoir confiance, donc comité d'experts apolitique. On a des institutions dans lesquelles on peut avoir confiance, Caisse de dépôt, nos banques coopératives. On a des gens à qui on peut avoir confiance, donc des gens qui ont déjà de l'expérience, des gens qui sont dans le théorique, mais aussi dans le pratique, qui travaillent déjà dans le domaine, qui pourraient être rapatriés dans notre... Oui. Est-ce qu'il nous manque quelque chose ou est-ce que je peux dire aux gens qui vont nous dire, parce qu'on le sait, qui vont nous dire qu'on n'est pas capable, il y a des bonnes raisons de croire qu'on est capable de le faire. Est-ce qu'il manque un élément pour générer de la confiance qui est le fondement d'une monnaie qui fonctionne? Je reformulerai ta phrase, je dirais qu'il n'y a pas de raison de croire qu'on ne serait pas capable, mais ça revient un petit peu au même. Mais je veux dire, c'est intéressant aussi, je reviens là, sur ce que tu mentionnais, les gens qui travaillent dans les institutions canadiennes, dans les ministères canadiens, mais il ne faut jamais oublier que
part très importante de ces employés-là, ce sont des Québécois et qu'il y a plusieurs Québécois, à n'en point douter, qui, dans un contexte de Québec indépendant, vont être très heureux de venir mettre leur expertise au service de cet État-là. Donc, ce n'est pas vrai qu'on ne part de rien. L'expertise canadienne, on y a contribué, avec les Québécois contribuent aux institutions, bien, ils reviennent. Plusieurs d'entre eux vont revenir au Québec pour mettre leur expertise à contribution également. Donc, qu'est-ce qui peut manquer? Simplement, ce qui va être important donc, pour convaincre les gens là, de rallier ce projet-là, c'est d'y aller d'une façon ordonnée et graduelle. Dans les faits, ce ne serait pas techniquement si difficile que ça de procéder de façon plus rapide. C'est peut-être quelque chose qui va être proposé par la commission indépendante, là, d'ailleurs, par rapport là, au combien de temps est-ce qu'on devrait garder le dollar canadien, combien de temps est-ce qu'on devrait avoir une monnaie québécoise arrimée au dollar américain. Mais l'important, c'est que la transition se fasse de façon ordonnée, que les gens se sentent en confiance. Fait qu'à partir de ça, je pense qu'on a ce qu'il faut pour procéder. Génial. Je ne vais pas prendre trop de votre temps non plus. Je sais que tu as un papa, Gabriel, puis tu dois donner des cours sûrement bientôt. Hein? 8 heures demain matin. Oui, c'est ça. Fait que je veux juste vous faire réagir. Vous avez écouté la vidéo de Pierre-Yves McSween? J'ai écouté une version audio de ce qu'il dit. Mais oublie pas, là, je voulais te lire un segment intéressant de Parizeau. Au début, on en parlait. Là. Ouais, ben vas-y, moi je retrouve la vidéo pendant ce temps-là. Puis après, Gabriel, je te laisse partir. En tout cas, vous resterez si vous voulez, là, mais je voulais au moins qu'on réagisse à ça avant que ça finisse. OK. Ben, dans la biographie de Parizeau écrite par Pierre Duchesne, que je recommande à tout le monde, honnêtement, c'est excellent. Moi, je suis rendu au troisième tome. Il y a plein de segments où il y a des références à la monnaie québécoise, mais il y en a un en particulier qui résume ce qu'on sait de la position de Parizeau sur cette question-là de monnaie québécoise. Fait que je vais vous lire un segment, vous allez voir, c'est très bon. En tout cas, moi, je l'aime. Vous direz ce que vous en pensez. Donc, on dit la deuxième génuflexion de Jacques Parizeau se produit au moment où l'on enterre définitivement l'idée d'un dollar québécois. Depuis son adhésion au Parti québécois en 1969, l'économiste de la London School of Economics n'a pas cessé de répéter que dans le cadre d'une négociation avec le partenaire fédéral, il fallait préserver l'option d'une monnaie québécoise afin d'éviter que cette question ne devienne un objet de chantage de la part d'Ottawa. En juillet 1978, Jacques Parizeau rappelait que la monnaie commune a été inscrite au programme du parti par mesure de prudence seulement, se plaisant à citer le document de 72 que quand nous serons vraiment chez nous. Il ajoutait, il est hors de question de se plier à toutes sortes de conditions pour réaliser cette union monétaire. Au fond, nous n'aurons vraiment besoin que d'une union douanière avec l'Ontario. Le reste, y compris l'union monétaire, viendra peut-être, mais elle est loin d'être indispensable à la survie économique d'un Québec indépendant. Au cours du congrès, Jacques Parizeau reçoit la directive du chef du parti. Et là, on cite, il dit « L'évêque me dit, vous allez appuyer cela, la monnaie commune. » J'ai dit, donc là, c'est Parizeau qui parle, j'ai dit « D'accord, monsieur l'évêque, je vais appuyer cela, mais je n'y crois pas. Je continue à croire l'alternative. » Lequel des trois tomes? Quelle page, ça, Jasmin? Ça, c'est dans le deuxième tome, Okay. puis on est page 300, là, c'est la version poche, là, ça dépend, 313, 314. Et il y a plein de segments comme ça que j'ai identifiés. Puis ce qu'on voit, puis ce qu'il écrit, il publie un livre en 96-97 où il dit « À base, pour moi, je suis pour le fait qu'un pays a sa propre monnaie, c'est juste normal. Mais il y a eu un contexte. Donc, c'est pas, Parizeau a toujours été contre la monnaie québécoise. Et en 2010, il change d'avis à cause de la crise de 2008. C'est pas exactement ça. C'est plus complexe que ça comme sujet. Puis au départ, il était très favorable. L'évêque lui a dit non, c'est la souveraineté association. Puis là, il a dit, vu que c'est Tipoil qui me demande ça, OK, c'est correct. C'est excellent, dans le fond, c'est ça. Hein? Mais, puis ça revient à ce que j'ai dit plus tôt, mais souvent, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui vont mettre de côté le côté politique en économie, dont sur la monnaie. Mais là, on voit un exemple. Tu sais, lui, au niveau économique, il se dit, la meilleure chose, c'est qu'on ait une monnaie. Puis après, il va prendre une position différente parce que c'est plus intéressant politiquement d'avoir une autre position que ce qu'il croit être vrai. Oui. Donc, l'un ne vit pas sans l'autre.
Donc, c'est un segment qu'on nous a envoyé dans le Discord de Pierre-Yves McSween qui va réagir. On va l'écouter ensemble, puis on réagira après. Puis après, je vous laisse partir ou rester si vous voulez. Libre à vous. Je ne vais juste pas me tromper. Ça devrait fonctionner. Voilà. Je voudrais vous entendre sur la Est-ce que vous entendez le son? Oui. Oui, parfait. fameuse monnaie québécoise proposée par Paul Saint-Pierre Plamondon. En termes techniques, là, est-ce que ça se peut, ça? Tout se peut en termes techniques, mais pensons-y. Si on veut une monnaie québécoise, ça veut dire qu'après un référendum, qu'on est un pays, qu'après plusieurs années de réflexion, on déclenche la création d'une monnaie, il va quand même falloir créer aussi une banque centrale. Il va falloir avoir des réserves monétaires massives. Mettons que ça arrive, disons que ça arrive en 2040. En 2040, le temps qu'on crée une monnaie, elle ne sera pas papier, là. Ça va être une monnaie virtuelle. Donc, les marchés financiers vont se dire, est-ce que le Québec est plus risqué que le Canada? Est-ce que le Québec est plus stable que le Canada? Est-ce que le Québec est une incertitude? Si oui, il faut s'attendre à ce que ce dollar-là, au début, tout au moins, soit moins valorisé que le dollar canadien. Et quand on parle d'indépendance monétaire, on est quand même un peu limité. Le Canada, on est fortement dépendant des Américains au niveau de l'économie, de notre politique monétaire. Mais si le Québec se sépare du Canada et crée sa propre monnaie, le Québec aura une dépendance au Canada et aux États-Unis. Donc, comme dirait mon ami, lorsque les Américains tousseront, le Canada aura le rhume et nous, on aura la COVID. Et donc, ensemble... C'est la cascade, finalement. C'est la cascade. Donc, ça se peut, mais dites-vous qu'une valeur d'une monnaie est liée à la confiance. Et déjà, les agences de notation disent que le Québec, au niveau de la confiance, on regarde ça tranquillement. Si on devient indépendant, c'est certain qu'il y aura de la... Comment je pourrais dire ça, de l'incertitude et de la crainte sur les marchés. Ce qui voudrait dire potentiellement que notre intérêt, donc nos taux d'intérêt sur notre dette, serait peut-être plus cher au début. Peu importe le message politique, peu importe notre confiance en nous-mêmes, il ne faut pas oublier que ce n'est pas nous qui décidons si on est risqué ou non, c'est le marché. Ouais. Et donc, le marché dira, les Québécois sont rendus indépendants, ils ont leur nouvelle monnaie, est-ce qu'ils balancent leur budget? Énergie, économie concentrée, hydroélectricité, aluminium, bois d'œuvre et autres. Donc, c'est notre risque d'affaires qu'on gardera, beaucoup plus que est-ce qu'on est fier d'être Québécois ou non. Donc, je ne veux pas avoir Non, mais c'est la même évaluation, finalement, puisque c'est financier, là. Disons qu'avant de parler de monnaie, parlons du départ. C'est comme parler de la couleur de la maison avant de parler de l'achat de la maison. On a bien compris. Voilà. Merci, Pierre-Yves. Bonne journée. À la semaine. Il y a des points intéressants par rapport. Juste le bémol le plus important que je vois, là, c'est par rapport à la cote de crédit et au taux d'intérêt. Donc, c'est que on ne peut pas comparer une province et un pays par rapport à la cote de crédit. Les agences de notation vont systématiquement pénaliser ce qu'ils appellent les entités sous-nationales, donc les États fédérés, par exemple, les provinces, par rapport au pays, parce que une province qui a accès à la moitié de ses revenus n'a pas les mêmes capacités financières. Et il existe là, ce qu'on appelle, les agences de notation utilisent ce qu'on appelle le country ceiling, donc un plafond, de sorte que les entités fédérées, par exemple les provinces canadiennes, ne peuvent pas en aucun cas avoir une cote de crédit supérieure à celle de l'État central. Donc, ça le montre. Là. Puis là, bon, Une autre limite à l'ambition québécoise. Voilà. Donc, actuellement, on le voit présentement, là, jusqu'à peut-être la prochaine évaluation, parce que le Canada qui a une cote de crédit AAA à peu près partout, si je ne me trompe pas, mais c'est très envisageable qu'il y ait une décote un petit peu comme yo-yo au Québec. Puis ça, cette décote-là, je veux dire, c'est pas juste le poids de la dette, là, c'est l'activité économique, les perspectives de croissance, la population, c'est un paquet de facteurs. Donc, le bémol que j'apporterais au propos de M. McSween, c'est que le Québec, en étant indépendant, a des perspectives beaucoup plus intéressantes d'avoir une meilleure cote de crédit, donc, contrairement à ce qui avance, d'avoir accès à des taux d'intérêt plus avantageux, du moins plus avantageux qu'en demeurant une province canadienne qui est tributaire de la décisions budgétaires qui sont prises à Ottawa, de la cote de crédit qui est imposée par le fédéral. Puis, encore une fois, là, quelque chose qu'on entend souvent, c'est là, le Québec, on s'est fait décoter, on n'est pas capable de gérer nos finances. Là, j'en reviens toujours sur le fameux déséquilibre fiscal, même si c'est un terme qui peut avoir l'air soporifique. Là, le déséquilibre fiscal, ce que ça veut dire, moi, je parle plutôt d'asphyxie financière, c'est que Ottawa perçoit systématiquement beaucoup plus de revenus
que ce qu'il en a besoin pour répondre à ses obligations constitutionnelles. Pour les provinces, c'est l'inverse, le Québec au premier plan. Donc, on pourrait se dire un peu naïvement, ben là, Ottawa se perçoit plus de revenus, fait qu'au moins, ils vont nager dans les surplus, ils vont être capables de balancer leur budget. Mais non, ils trouvent les moyens de faire des petites monstres année après année. Pendant ce temps-là, les provinces qui, parlons de santé-éducation, la santé et l'éducation, c'est pas un enjeu partisan, que ce soit la CAQ, les libéraux, le PQ au pouvoir. Je suis confiant que tout le monde essaie de bonne foi là, de régler ces problèmes-là, mais ça ne fonctionne pas. Et une des raisons fondamentales, c'est qu'on n'a pas accès aux ressources nécessaires pour y parvenir. Et ça découle directement de notre appartenance à la Fédération canadienne. Donc, c'est pas vrai là, qu'on est en train de dire que tous nos problèmes sont à cause d'Ottawa, mais sur cet enjeu-là, c'est que Ottawa ne répond pas à ses obligations constitutionnelles de financer adéquatement les missions fondamentales des provinces. Au Québec, on va parler au premier plan de santé, éducation. Donc, même si ça peut avoir l'air tiré par les cheveux pour certains, cette crise-là qu'on voit dans le secteur de la santé et de l'éducation, le sous-financement, c'est une des conséquences de notre appartenance à la Fédération canadienne. Donc là, j'ai pris une petite parenthèse ici avec le déséquilibre fiscal, l'asphyxie financière, mais c'est juste de garder en tête qu'en étant indépendant, ben, absolument tout porte à croire qu'on va avoir accès à des taux plus intéressants que dans le cas d'un Québec province. Et encore une fois, l'indépendance, ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça va nous donner les moyens, les outils pour les régler plus efficacement. Et l'accès aux marchés financiers internationaux via une cote de crédit, via des taux d'intérêt plus avantageux, ben, c'en est une illustration, tout simplement. C'est un super bon exemple que Gabriel y donne. Là. Puis juste pour renchérir un peu là-dessus, qui, selon toi, a une meilleure gestion de ses finances publiques? L'Alberta ou l'État fédéral? L'Alberta. L'Alberta. Or, l'État fédéral canadien a une meilleure cote de crédit que l'Alberta. Et pourquoi? Ben, c'est ça. Il y a une hiérarchie de paliers. Puis, il y a un pouvoir fiscal qui vient avec combien tu taxes ta population, etc. Il y a le country ceiling des agences de notation. Puis pour revenir sur la monnaie, si vous allez voir ce que les agences de notation disent sur la monnaie, ils ont une manière très claire d'évaluer une cote de crédit et ils ont une méthodologie complète en fonction de différentes catégories. Puis une des catégories, c'est le souverain monétaire. Puis là, ils vont dire, ben, on évalue, puis là, il y a une grille, là, est accessible, vous pouvez aller voir. Puis là, ça dit, bon, ben cet État-là, est-ce qu'il a sa monnaie ou il utilise la monnaie d'un autre État? Bien, si ton État il utilise la monnaie d'un autre État, plus basse cote. Tu crées ta monnaie nationale, tu montes d'un. Tu crées ta monnaie nationale et tu la fais rentrer sur le marché des changes flottant, tu montes encore une coche. Tu n'interviens pas sur le marché des changes, puis tu laisses le libre marché, puis la transmission de l'information par le prix se faire sur le marché des changes. Tu continues de monter comme ça. Donc, la création d'une banque centrale, le fait d'avoir un prêteur de dernier recours, ça vient un peu avec ce même esprit-là. Avoir sa monnaie nationale, c'est une occasion supplémentaire pour faire augmenter la cote de crédit du Québec. Ce n'est pas quelque chose qui va nuire à notre cote de crédit. On s'en va, puis on construit l'État québécois de sorte à avoir les institutions qui forment le fait d'avoir des meilleures conditions financières et des meilleures capacités d'emprunt sur les marchés. Donc, l'argument que McSween donne, moi, je ne trouve pas qu'il est bon. Je pense qu'il est juste axé un peu sur l'incertitude. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, puis les marchés ne sauront pas. Mais il y a tout un processus qui a été fait, puis on le vu en fin de semaine sur la manière de faire cette transition-là qui est justement là pour ça. Non, super bon. Si je peux juste ajouter rapidement, là, ben, super bon ce que Jasmin ajoute, là, je ne l'avais pas mentionné. Ouais. Le fait d'avoir une banque centrale et une monnaie, ce qui ne peut pas être le cas dans le cas d'une province, mais en plus d'être un pays, ben, ce sont deux éléments, deux critères qui font en sorte qu'on est plus susceptible d'avoir meilleure cote de crédit. Donc, c'est par rapport à ce que Pierre-Yves McSween disait, ben, c'est toujours à garder en tête que ça nous donne des possibilités plus intéressantes. C'est le fun d'entendre ça. Ça me semble. Tout ça fait du sens. J'avoue que j'ai jamais regardé les grilles là, des agences de notation. Fait que je pourrais pas me prononcer, mais je vous crois sur parole. Pardon, Gabriel?
suis une personne normale, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ça, je pense. Non, c'est ça. Mais vraiment intéressant de se dire. Puis finalement, j'ai l'impression que ça revient. Moi, je résume ça, je vais caricaturer parce La que peur. on essaye Oui, la peur, mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça revient toujours à générer de la confiance. Puis si le Québec dispose de ses propres institutions qui les gèrent de façon responsable, comme il le fait déjà, juste avec des nouvelles institutions, ça va générer de la confiance et donc cette monnaie-là va être peut-être, voyons, parce que c'est pas la monnaie, je voulais dire, mais par rapport au taux d'intérêt, ça se peut même qu'on se retrouve avec des meilleurs taux d'intérêt parce qu'on aura pu les limites de notre appartenance au Canada. Oui. Et ça, c'est... Et c'est pas parce que le Canada est mauvais, c'est structurel, c'est ça, c'est juste, c'est fait structurel, de même. c'est pas, tu sais, on n'est pas en train de dire la Banque du Canada sont pas bons puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, pas du tout. Ils peuvent être les meilleurs du monde, puis ils sont peut-être dans les meilleurs du monde, mais ça ne change pas l'argument qu'un État qui a pleinement ses capacités, ben, a les meilleures conditions financières pour avoir tout ce qu'on a souligné aujourd'hui. C'est pas un procès d'intention, là, tu sais. La confiance aussi, c'est de laisser là, à la monnaie le temps de s'établir justement pour éviter d'éventuelles attaques spéculatives. Puis ça aussi, là, Pierre-Yves McSween, je ne pense pas qu'il avait en tête notre proposition du fait que, oui, garder le dollar canadien pendant un certain temps, mais que dans les premières années, pendant une période qui va être variable, le but, la raison pour laquelle on veut prendre la monnaie québécoise et l'arrimer à une autre devise forte, comme le dollar américain, par exemple, parce que nos cycles économiques sont beaucoup plus arrimés à ce qu'il y a aux États-Unis que ce qu'on va retrouver au Canada, ben, c'est justement pour éviter des attaques spéculatives parce que la monnaie, c'est sûr et certain que ça prend un certain temps avant de s'établir, mais ultimement, ben, c'est les marchés qui vont accorder cette confiance-là. Donc, il n'y a pas de raison de croire que soudainement, la monnaie perdrait beaucoup de valeur, elle prendrait beaucoup de valeur selon les aléas là, des gambistes du marché, par exemple, parce que justement, on veut la laisser arrimer pendant un certain temps, exactement pour laisser le temps à la monnaie de s'établir, qu'elle puisse inspirer toute la confiance qu'il faut, laisser faire en sorte que notre banque centrale soit pleinement opérationnelle, soit en mesure de réagir. Donc, il n'y a pas de raison de croire que ça pourrait aller aussi mal qu'il le laisse entendre. C'est peut-être le seul avantage de faire l'indépendance longtemps avant d'autres pays, c'est qu'il y a plein d'expériences avant de pays qui l'ont fait puis qui ont fait leur monnaie. C'est un processus qu'on connaît puis qu'on comprend, puis il y a plein de littérature là-dessus, du FMI, etc., sur comment on met en place une monnaie, quelles sont les étapes, etc. C'est un processus qui est connu et qui est compris sur mettre en place une monnaie, soit par Currency Board ou même flottante. Là, puis c'est le fait là, de dire que en 1995, c'était pas la même approche. Justement, depuis 1989, là, c'est une trentaine de banques centrales qui ont ouvert, mais on ne savait pas en 1995, OK, plein de monnaies, plein de nouvelles banques centrales qui apparaissent, mais comment ça va aller? Sauf que là, il y en a plusieurs. L'écrasante majorité, ça s'est très, très, très bien passé. Donc, on a cet exemple-là sur une longue période des pays qui étaient dans une situation beaucoup moins intéressante que le Québec, avec des institutions financières soit moins solides ou carrément inexistantes à la base, qui en sont arrivés à une situation beaucoup plus intéressante. Donc là, on a la preuve que si ça a bien marché à plusieurs endroits, des maudites bonnes chances que ça marche bien ici aussi. Je pense que tu boucles la boucle. Donc, on a montré pourquoi on pouvait avoir confiance dans le processus. On a même répondu, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire, si le Québec est si bien établi, pourquoi faire un pays? On a même expliqué c'est quoi les avantages, donc potentiellement des meilleurs taux d'intérêt, une meilleure confiance sur les marchés, une banque centrale arrimée sur les données, sur les besoins de notre économie propre. Et finalement, tout ça donne confiance au marché si c'est bien fait. Fait que ça vient renforcer puis c'est un beau cercle vertueux. Comme quoi l'indépendance, c'est un projet ambitieux qu'on peut embrasser. Puis c'est ça qui est nouveau en fait. Puis j'aimerais conclure là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment génial. Moi, tout le monde le sait, là, j'étais sur l'exécutif national du PQ. J'ai toujours défendu cette approche-là. Quand Paul est arrivé, je l'ai appuyé parce qu'il disait entrepreneur en pays. Puis moi, j'ai envie de dire comme Arnaud dans OD, là, moi, je ne parierai jamais sur quelqu'un d'autre que moi-même. Fait que je suis un gars comme ça. Je veux signer mon chèque de paye à la fin de la semaine. Je suis le même. Puis j'espère que les Québécois vont embarquer là-dedans. Mais c'est fou qu'on
on puisse enfin présenter ça comme un projet d'ambition économique, ça va créer de la prospérité, l'indépendance. Puis ça, j'ai l'impression que je ne sais pas si on n'était pas capable de le faire, si c'était pas vrai ou si c'était trop gros comme changement dans la mentalité des Québécois en 95. Mais quand je regarde ça, je me dis que c'était pas comme ça qu'on le voyait, c'était surtout culturel. Aujourd'hui, il y a tous ces enjeux-là qui sont toujours vrais. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on va être plus riche demain si on se sépare du Canada. Puis on est capable de le démontrer. C'est un beau pas. Ouais. Je me consacre à ça à temps plein. Je suis convaincu. Il y a bonne raison, je veux dire, culturelle, linguistique, historique de faire l'indépendance, mais je pense que les gens qui adhèrent à ce discours-là sont déjà convaincus en faveur de l'indépendance. Donc, pour aller chercher la masse critique, ben, c'est les gens plus rationnels qui se disent ben, quel impact ça va avoir sur moi, quel impact ça va avoir sur l'économie. Donc, le but de l'indépendance, à mon sens, on ne doit pas faire ça malgré l'impact que ça doit avoir sur notre économie, sur nos finances publiques. Moi, je veux que le Québec devienne un pays, justement, parce que c'est la clé pour dynamiser notre économie, pour assainir plus efficacement nos finances publiques, pour avoir une politique monétaire plus optimale et ultimement pour s'enrichir. Je suis profondément persuadé de ça et c'est là-dessus que mon discours va continuer à se développer. Bien, merci Gabriel. Je pense que ça parle à des gens. Puis, comme mon père me dit toujours, il me dit si vous, parce que mon père est un immigrant, puis lui, les aspects culturels, ça ne le touche pas, là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Puis il me dit toujours si vous voulez le faire à votre pays, il va falloir que ce soit payant. J'ai dit t'inquiète, j'ai dit on va te le montrer que ça va être payant. Il dit je pourrais embarquer. Choix optimal, rationnel et payant. Ouais. Donc, ben, merci beaucoup, Gabriel. Merci d'avoir pris le temps. Merci, Jasmin. Vraiment éclairant. Vous avez été un duo exceptionnel. Franchement, les gens ont adoré. Beaucoup de commentaires positifs. Il y a Samuel Journeau qui nous a dit qu'il allait y aller, mais il a dit c'est peut-être parce que j'aime les affaires plates, mais j'ai adoré les propos d'asseoir. Vous êtes d'excellents vulgarisateurs. Ça fait du bien d'entendre parler davantage de l'économie d'un Québec pays. Donc, voilà. Je pense que c'est un sujet qui plaît. Si vous voulez revenir, vous allez être les bienvenus toujours. Il va en avoir d'autres, Gabriel, des petits sujets comme ça, là? Oui, oui. Les chapitres du livre bleu, ça s'en vient. Oui. On a très, très hâte de voir quand est-ce que ça va arriver, mais on va dire ça comme ça, dans les prochaines semaines. Question. Ben, tu me diras si ça dépasse les limites. Est-ce qu'on va avoir, parce que ça a été souvent discuté, je sais, je finis jamais les affaires, je suis terrible, mais il nous dit Paul Saint-Pierre Plamondon nous dit toujours, il va y avoir une stratégie à l'indépendance, une stratégie agressive pour conquérir des nouveaux marchés, pour développer l'économie, pour la prospérité. Moi, ça me passionne. J'ai plein de rêves, j'ai plein d'idées. Est-ce que ça va faire partie du livre bleu, ça? Tu sais-tu? Ou... Tu dépasses vraiment les limites. Je dépasse les limites. On va attendre de voir ça dans les prochaines semaines. Là. Honnêtement, je ne sais pas encore le calendrier de quand va sortir quoi, qu'est-ce qui va sortir à quel moment, puis le contenu exact. Donc, on va faire ça ensemble avec plaisir. Parfait. On te réinvitera si ça vous tente. On essaiera de trouver des entrepreneurs qui ça leur tente aussi peut-être. Ben, merci Gabriel, merci Jasmin. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye, bye. Si vous y croyez aussi, cliquez sur j'aime, cliquez, commentez. On a posé plusieurs questions dans le direct. J'espère que vous avez répondu. Ça nous intéresse. On lit toujours tout. Donc, partagez l'épisode, racontez, répandez la bonne nouvelle. Je rigole. Mais parlez-en autour de vous. Vous pourriez être surpris de découvrir qu'il y a plus de souverainistes autour de vous que vous le pensez. Et vous pourriez être surpris de découvrir qu'il y a des gens qui sont plus indécis que vous pourriez le croire et à qui il manque juste une dose de confiance pour se donner le petit coup de pied au cul qui manque pour aller de l'avant.